Ok, bon, me vois dans le reflet. C'est le départ demain pour le Népal du coup. Après l'année dernière où ça s'était mal passé, enfin il y a 2 ans où ça s'était mal passé, on fait la rédemption avec le vélo qui est là. Et ça, c'est l'intégralité des bagages. Ok, bon, je vous resitue. L'objectif de ce voyage, c'était de faire le tour des Annapurna en vélo et à l'envers. Donc comme je l'ai dit en intro, c'est un voyage que j'avais déjà fait il y a 2 ans. Mais sur les 18 jours du voyage, j'ai été malade durant 15. Donc autant dire que malgré le voyage magnifique, il m'avait laissé un goût amer. Alors quand le guide, Tito Tomasi, m'a reproposé, j'avoue que j'ai hésité, mais pas longtemps. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est un résumé de cette aventure. Pour moi, elle a commencé par un peu de marche pour aller jusqu'à la gare de Moissac. Et ensuite, il y a eu le train jusqu'à Montparnasse, puis l'avion jusqu'à Delhi, puis l'avion jusqu'à Katmandou, et enfin le taxi jusqu'au Talejou Hotel. Après s'être posé quelques heures dans l'hôtel où on a pu se regrouper, il a été temps de partir à l'assaut de Katmandou pour notre premier repas. Et d'ailleurs, il faut savoir que le jour de notre arrivée, donc le 13 avril 2024, ça correspondait au jour de l'an 2081 du calendrier népalais. Du coup, on a eu le droit à une grosse teuf pour notre arrivée. Pour le premier jour du voyage, on a profité de la matinée pour aller visiter un peu Katmandou. Et en particulier le Monkey Temple, qui est en fait un grand lieu touristique du centre-ville. Elle m'a trop surpris la fille. Elle t'a attaqué ? Non mais... Et l'après-midi, après avoir fait nos permis de trekking pour pouvoir faire le tour des Annapurna, on a été faire notre premier ride. Donc rien de folichon, 26 km pour 500 mètres de dénivelé sur un circuit qui s'appelle Helipad. Ah ouais. Non, ça c'est moins bien par contre.
Thank you. Alice? Nice. On voit le roi des épingles là. Le lendemain, après avoir fait notre change, il était temps de prendre la route pour aller à Pokhara. Un long voyage en bus, fort confortable d'ailleurs, sur une route qui était, elle, par contre, franchement défoncée. Et du coup, après 9 heures de bus, 1 heure de crevaison, on arrive à Pokhara pour la nuit. Et demain, ce sera avion aux aurores. Et comme prévu, le lendemain, aux aurores, direction l'aéroport. Où on a dû enlever la roue avant, la roue arrière et essayer de les attacher ensemble sur le cadre pour pouvoir finalement décoller direction Johnson. Avec un vol qui est littéralement magnifique. Vraiment, je pense que c'est un des vols les plus beaux que tu puisses faire en avion, puisque c'est entre les pics des montagnes et avec le lever du soleil, quoi. Par contre, instant moins fun, faut savoir que la dernière fois que j'y suis allé, donc il y a 2 ans, quelques semaines après notre passage, il y a eu un crash sur ce même vol où l'intégralité des passagers sont morts. Une fois arrivé à Johnson, on remonte les vélos et c'est direction Kagbeni. Principalement par la route, mais on se prive pas de prendre les petits chemins de traverse quand ils se présentent.
Be careful. Ouh. C'était des marches Une fois arrivé à Kagbeni, direction le Yak Donald, où on va rester 3 jours, histoire de s'acclimater à l'altitude et préparer notre ascension. Yeah. D'ailleurs, après une installation rapide, on part pour notre première sortie en altitude avec une navette qui nous amène au début du chemin où on a encore à monter quelques centaines de mètres avant d'arriver à 4000 et attaquer notre première vraie descente. Première vraie descente du Népal. On est à 3008. On peut voir sur les images que c'est plus que poussiéreux et du coup ça glisse beaucoup. Et ce sera comme ça pour les 2 prochains jours. Mais du coup, je prends pas de risque. Ah, c'est beau là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ça c'est moins beau par contre. Là. Miam la poussière. Ah. Là, on arrive sur les premières épingles du trip. On peut dire qu'il y en a quelques-unes. On le verra plus tard, c'est un thème récurrent. Tu veux passer? Allez. Ok. Premier passage sur un pont de singe. Donc ça aussi, on va en avoir un petit paquet pendant le trip. C'est toujours sympa, surtout quand il y a du vent. Aïe. Wow, wow, wow. Et nous voilà arrivés à la fin de la première sortie en altitude. Donc la fin aussi de la première journée d'acclimatation. On va manger un bon burger de yak maintenant pour récupérer.
Et après, demain, on remet ça. Et nous voilà le lendemain. Donc un peu sur le même principe que la veille. On est monté en 4x4 jusqu'au village au-dessus. On finit de monter en VTT et après on profite d'une très longue descente. Et d'ailleurs là pour le deuxième jour, on maximise l'acclimatation en faisant 2 sorties, une le matin et une l'après-midi. Ça va, on la cheers et tout là. Normal quoi. Bah ouais. Ah ouais, normal. Yeah, good job. You. What is this race? Mustang Show, eh? Ah, okay. From the... D'ailleurs, pendant la sortie du deuxième jour, on a croisé des trailers qui faisaient un peu la même chose que nous, une compétition pour le coup, eux, sur plusieurs jours dans le même coin que nous. Et bah, ce qui est rigolo, c'est que vraiment eux, ils nous ont vus, ils nous ont pris pour des fous. Alors que de mon point de vue, faire ça à pied en courant, c'est vraiment eux les fous quoi. Comme quoi, ça dépend du point de vue. Yeah. Hello. Hello, thank you. Comme hier, le terrain est très glissant, donc si on oublie de faire attention et qu'on s'emballe un petit peu, et on tombe. Heureusement, au final, les 2 chutes qu'on a eues, c'est dans les 2 premiers jours. Et après ça, on a eu 0 chute, 0 casse. Donc ça aurait pu être bien pire. Ah, c'est pas beau ça. Ah. Putain, on voit la maîtrise là. Pas la mienne.
Ah, moi, je... Au niveau de la difficulté technique du trip, c'est engagé, mais ça va encore. Il n'y a franchement pas de grosses difficultés. Mais au final, ce qui est difficile, c'est comme on peut voir là, la gestion de l'exposition. Parce qu'on a souvent du vide d'un côté ou de l'autre. Donc il faut être vigilant quand même. Donc là on arrive tout doucement au bout de la première sortie du deuxième jour. Et ce qui est vraiment impressionnant sur celle-là, c'est que la descente est très longue. Et on passe d'un environnement qui est vraiment désertique à quelque chose de verdoyant sur la fin. Donc la différence est vraiment saisissante, quoi. C'est assez irréaliste, honnêtement. Donc là, c'est la fin du premier ride du deuxième jour. On mange un bon petit plat au McDonald's et après on repart pour une sortie qui était plus dure, où on n'était plus que 5. Et là, donc sur le même principe, on monte en 4x4 et on monte un petit peu plus en vélo. Mais par contre, dans une atmosphère qui était vraiment très différente. Là où ce matin c'était désertique, mais assez verdoyant sur la fin, etc. Là, on est sur vraiment de la steppe qui est monstrueusement étendue et on a pu avoir une descente, je pense, qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont faite parce que c'était une longue ligne droite dans la steppe avec un vent de folie comme on peut voir sur les images et là vraiment inoubliable. D'infos, on a l'impression qu'on va vite et c'est assez le cas puisque sur cette partie on était aux alentours de 50 km/h, entre 40 et 50 avec une pointe à quasiment 60.
voilà la fin de la deuxième sortie du deuxième jour. Donc il restera encore un jour d'acclimatation, mais là ce sera de l'acclimatation plus qu'actif puisque ce sera la montée au refuge à 4600 mètres. Ah, énorme. Donc dernière nuit au Yak Donald avant l'ascension. Mais juste avant de partir à l'assaut du camp de base, on fait quand même une toute petite dernière sortie où il n'y a quasiment que de la descente pour vérifier que tout est en ordre. Et donc nous voilà à la fin de la dernière petite sortie. On retourne une dernière fois au Yak Donald pour manger. Et après on part à l'assaut du camp de base, du coup 4600 mètres. Où j'ai pas vraiment filmé grand chose parce que la montée était fastidieuse. Mais on est arrivé là-bas avec un coucher de soleil vraiment mémorable. Et ça nous a bien préparé au lendemain où on va partir pour l'ascension. On va partir pour en chier. Et ça y est, on arrive au matin du jour J. Donc là pour le coup, David qui se sent pas très bien monte avec le vélo sur une mule et lui à pied à côté. Et les autres montent avec leur vélo en poussant, en portant, en essayant d'arriver en haut. Et on arrive en haut du coup dans un état un peu second, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de photos. On prend un petit thé au mec qui est là pour la saison. Et après on peut commencer la descente qui est pour le coup incroyable hein, puisqu'on part sur quasiment 30 km de descente. Donc un peu compliqué au début avec la neige, mais par la suite, une fois qu'on a passé le camp de base, c'est vraiment caviar. D'ailleurs, on voit que j'étais plus très lucide, hein, puisque j'avais pas remarqué que la bandoulière était devant la caméra, mais ça prouve bien qu'à 5400 mètres, je réfléchissais plus très bien.
Ah merde. Ah ouais, ok. Ici on arrive presque au base camp de l'autre côté de Torong La Pass. Donc c'est Fedi, puisque les deux base camps de chaque côté s'appellent Fedi. Et sur cette descente, j'ai pas compté le nombre d'épingles qu'il y a, mais si t'es mauvais en épingles au début, tu l'es beaucoup moins à la fin. Il va y en avoir sûrement une petite cinquantaine qui sont un délice pour celui qui aime les épingles, un peu moins pour celui qui les aime pas, mais dans un paysage comme ça, c'est difficile de pas les aimer. One. Et nous voilà au base camp de l'autre côté. On a fait une bonne partie du dénivelé négatif, mais il nous reste encore une bonne vingtaine de kilomètres à faire. Donc on mange un petit peu et on repart pour une descente qui est toujours pareil, irréaliste, parce que vraiment on est sur le bord de la vallée avec la rivière en bas, et on descend jusqu'à Manang. 20 km de descente en whoops, en flow. Là c'est vraiment de la descente qu'on a nulle part ailleurs. Thank you. Oh putain, c'est beau.
Namasté. Nice horse. Ferrari. Ah. Là, on peut quand même se dire sur les photos qu'on voit que vraiment les utilisateurs principaux, c'est les piétons accompagnés de leurs porteurs et des chevaux. Pas du tout les vélos, hein. Clairement. Les vélos, les Népalais, ils connaissent pas beaucoup. Et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est pas un terrain qui est facilement accessible aux débutants, on va dire. Et nous voilà arrivés à la fin de la descente du siècle, ou au moins la descente du trip, on va dire, parce que c'est vraiment la plus longue et celle avec de la vue tout du long, même si on va en avoir d'autres qui sont vraiment sympathiques après. On arrive à Manang, où on va passer quelques jours avec, entre autres, le lendemain où on se repose, et puis après, l'ascension jusqu'au lac Tilicho, et le début de la descente pour la fin du trip. Donc aujourd'hui, jour de repos, on profite du paysage, on fait les touristes de base, on visite Manang, on mange des bons gâteaux à la bakery, on boit du café d'ailleurs, qui est fait dans une cafetière italienne montée pour l'occasion. On visite des temples, on profite. Allez, ça y est, on s'est assez reposé. On repart pour une ascension au lac Tilicho. Donc c'est un retour à 5000 mètres avec le lac gelé de Tilicho au sommet. Une des spécificités de cet itinéraire d'ailleurs, c'est qu'on va passer dans une partie qu'on surnomme le landslide, qui est pour le coup logiquement un glissement de terrain qui est continuel. Et du coup il ne faut pas s'arrêter puisque on ne sait pas quand est-ce que ça va continuer à glisser.
Donc on s'arrête pas, on continue. Mais le paysage est magnifique. Thank you. Malheureusement, moi et Clément, on n'était pas assez en forme pour aller en haut. Donc on a laissé les 3 champions y aller. Pendant que nous, on est redescendu jusqu'au base camp de Tilicho. Où on a passé la nuit. Alors là, c'est pareil, c'est une descente le long de la vallée. Avec pas vraiment d'exposition. Mais alors par contre, pur bonheur au niveau des paysages, quoi. On pourra s'arrêter tous les 2 mètres, prendre une photo et avoir un nouveau cadre à afficher au mur. Et du coup, le lendemain, après une nuit un peu difficile au base camp où il faisait pas très chaud et où les corps étaient bien fatigués, on redescend dans un premier temps jusqu'à Manang et après on part sur Chamé, la première étape du retour. Mais avant ça, on a la super descente de Tilicho Base Camp jusqu'à Manang qui est, pour le coup, comparée à celle qu'on a fait de Torong La Pass, un peu plus technique, mais par contre, tout aussi magnifique, quoi. Un peu plus courte, mais tout aussi magnifique. Restez.
après notre arrêt à Manang, on repart direction de Chamay en passant par quelques balcons de l'autre côté de la vallée. Ce sera d'ailleurs les derniers sentiers réellement en bord de vallée comme ça qu'on va faire, puisque par la suite, on sera vraiment sur la route du retour. Mais alors, quelle fin! Là pour le coup, certains passages étaient vraiment très raides, comme on a pu le voir là. Et la vue qui déboîte, quoi. Ils sont pas nombreux en plus. On est là quoi. Depuis 5h du matin. Avec les Népalais qui les regardent comme des abrutis. Je te jure. Et voilà. Après une nuit à Chamay accompagnée de nos yogis russes, fort sympathiques au demeurant mais un peu bruyants le matin, on part pour notre dernier jour de ride. Donc là, on va jusqu'à Bessisahar avec un terrain qui montre les vraies difficultés du Népal à basse altitude. C'est-à-dire, c'est défoncé. Tu te fais secouer dans tous les sens. Donc on a fait quelques singles au début, comme on voit là, avec des marches, des épingles dans des marches, ou des marches dans des épingles. Franchement, un super terrain, mais alors cassant au possible. Et après, on finit la fin de la journée par de la piste de 4x4 pour arriver jusqu'à Bessisahar où je pense tout le monde était content d'arriver. Donc là par moment on a le droit à une piste qui est presque bitumée, hein, ou en tout cas qui a été bitumée à un moment. Et mais toujours pareil quoi, c'est le paysage du Népal, avec les montagnes énormes de chaque côté. Même si là on commence à bien descendre, on a quand même le droit à des paysages verdoyants cette fois-ci, mais toujours irréalistes quoi. En tout cas pour mon point de vue de français.
D'ailleurs, faut savoir que au Népal, on peut trouver des plantes qui font rire sur le bord de la route. Et la photo qu'on vient de voir là, c'est un petit problème qu'on a eu avec une tige de sel qu'il a fallu réparer sur le bord de la route à coups de branche pour pas que ça descende tout seul. Les aléas. Et nous voilà arrivés. Donc comme je vous disais tout à l'heure, bien content d'être arrivé quoi. La fin de l'itinérance. Et on profite de l'hôtel resort de Bessi Sahar avant de repartir pour le lendemain en van, qui m'aura bien défoncé mon vélo d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Pour 6 heures de route défoncée pour arriver à Katmandou sur la fin de notre trip, la vraie. Là, il est en train de se flatter. Je saute ou pas? Bon, je saute. Allez, mon gars. Et voilà, le trip est fini. On fait quelques emplettes à Katmandou. Je monte à Monkey Temple avec le prochain groupe pour leur montrer ce que c'est que le Népal. Même s'ils vont le découvrir bien après. Et je prends l'avion retour, direction Paris, en passant par Delhi, pour revenir jusqu'à Moissac en train. Un voyage qui laissera des traces, hein. Même si c'est la deuxième fois que je le fais. C'est un voyage d'une vie. Et merci Tito, Yvan, Clément, David et Vincent pour m'avoir accompagné dans ce trip énorme.